Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va évidemment débriefer le début de cette troisième journée d'Euro avec la poule de l'Allemagne, une Allemagne très décevante comme je l'ai titré. Je ne vais débriefer que le match entre l'Allemagne et la Suisse puisque tous les matchs de cette troisième journée ont évidemment lieu en simultané. Tous les matchs des différentes poules ont lieu à la même heure, donc je n'ai vu que le Allemagne-Suisse, je l'ai analysé profondément, donc on va évidemment en parler avant de faire une petite conclusion sur le Écosse-Hongrie pour dresser un peu les tenants, les aboutissants de ce match-là et les conclusions finales, mais je ne ferai pas de débrief tactique sur le Écosse-Hongrie, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu, mais je tiens juste à dire que la Hongrie s'est imposée tardivement 1-0 face à l'Écosse, ce qui fait que la Hongrie à 3 points peut encore espérer, en tout cas avoir un mince espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale, tandis que c'est terminé pour les Écossais. Mais on va parler de ce Allemagne-Suisse en profondeur, et c'est vrai que j'ai été très déçu par l'Allemagne, c'est ce pourquoi j'ai titré une Allemagne décevante. Tout d'abord, le premier enseignement qu'il faut tirer de ce match-là, c'est la composition d'équipe de Nagelsmann, assez surprenante pour certains parce que Nagelsmann a décidé de ne faire aucun changement avant de disputer ce match face à la Suisse. Ça a été critiqué par beaucoup de personnes, mais moi j'ai jugé que ce choix était tout à fait pertinent dans la mesure où tu vas affronter la Suisse, qui est la meilleure équipe de la poule sur le dernier match, et la peine si tu t'inclines face à la Suisse, c'est de finir deuxième du groupe. Et il est vrai que l'Allemagne n'a pas du tout envie de finir deuxième du groupe parce que ça la foutrait mal pour le pays organisateur, favori de la compétition, que de finir deuxième de son groupe derrière la Suisse. Donc j'ai trouvé ça plutôt pertinent que Nagelsmann ne change pas sa composition d'équipe. Après, quand on voit tous les joueurs qui étaient sous le coup d'une suspension, je pense qu'un ou deux changements auraient pu évidemment être pertinents, puisque quand on voit que Rodiger, Ta et Andrich sont tous les trois sous le coup d'une suspension, eh bien il aurait peut-être été pertinent de mettre Schlotterbeck à la place de Ta en défense centrale, peut-être de mettre Emre Can à la place de Andrich aussi au milieu. Je pense qu'un ou deux changements n'auraient pas changé grand-chose dans le 11 allemand, mais non, Nagelsmann s'est entêté à mettre le même 11, alors ça permet de peaufiner le collectif, parce que là tu vas jouer tous les 3 jours, et il te faut avoir ce regain de confiance, mais d'un autre côté, je peux tout à fait comprendre qu'il n'ait pas voulu changer son 11 dans la mesure où il a un équilibre collectif, il affronte la meilleure équipe de la poule, il veut absolument finir premier, tous les joueurs sont au diapason et sont prêts sur le plan physique et sur le plan mental, donc j'ai trouvé ça plutôt pertinent que Nagelsmann continue avec ce 11 là. Après, ce que je n'ai pas aimé, c'est les changements, le fait que Füllkrug et Sané rentrent aussi tard. Alors les faits ont donné raison à Nagelsmann puisque Füllkrug a marqué, puisque Raum qui est rentré a été passeur décisif, mais j'ai pas aimé que Schlotterbeck et Raum rentrent tous les deux en premier, que ce soit deux défenseurs qui rentrent. Je pense que c'était plutôt moyen dans un match où tu perds 1-0. Après, ça s'explique par le fait que Jonathan Tah a pris un carton jaune, qu'il était totalement à la ramasse, qu'il était sous le coup de prendre un carton rouge. Donc sortir Jonathan Tah, j'ai trouvé ça plutôt logique, mais le sortir aussitôt, ou en tout cas privilégier l'entrée d'un défenseur alors que tu es en train de perdre 1-0, j'ai trouvé ça plutôt moyen. Sortir Mittelstadt pour le faire souffler, pourquoi pas, et c'est vrai que l'entrée de David Raum a été plutôt intéressante. On atteste sa frappe de loin, il a décidé de prendre des initiatives, on atteste sa super passe décisive pour Füllkrug, mais le fait de faire rentrer deux défenseurs alors que tu perds 1-0, même si les deux défenseurs ont fait le boulot, que Jonathan Tah a été sous le coup d'un carton rouge, que Mittelstadt a été moyen, et bien finalement ça peut s'expliquer là aussi. Faire rentrer Bayer avant Füllkrug, là aussi c'est discutable. Maintenant, là aussi, les faits lui donnent raison, puisque Bayer n'a pas fait une mauvaise entrée et que Füllkrug a fini par marquer parce qu'il ne lui a fallu que 15 minutes. Mais bon, là aussi, sur les changements, on peut discuter, mais globalement, rien de scandaleux. C'est juste une différence de point de vue là aussi. Mais je n'ai pas du tout aimé cette sélection allemande dans la mesure où tu as mis Andrich en défense centrale avec Jonathan Tah et Rodiger. Tactiquement, c'était très intéressant à analyser, puisque tu es venu en réalité dans un 5-3-2, parce que Andrich s'incorporait dans la défense centrale pour empêcher Mbolo et Ndoye de prendre l'Allemagne dans le dos de sa défense évidemment, mais malheureusement ça a enlevé une solution au milieu de terrain, et sur les phases offensives de la Suisse on se retrouvait avec un milieu de terrain à 3 avec Kroos, Wirtz et Musiala, et forcément dans l'intensité, dans l'impact, ça a pu se ressentir et ça a pu faire mal face à des Granit Xhaka, face à des Freuler. Le fait d'avoir que Kroos, Musiala et Wirtz au milieu, ça a quelque peu manqué d'impact, et le fait d'incorporer Andrich dans la défense centrale, ça a fait que dans ton milieu de terrain tu avais moins d'intensité, tu avais moins de chiens de garde entre guillemets pour livrer le combat physique face aux Suisses. Donc là aussi c'est une petite critique sur le plan tactique que j'aimerais soumettre. Il y a aussi une autre critique aussi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Füllkrug n'est pas titulaire dans cette équipe allemande. Alors oui, en sortie de banc, comme il l'avait fait lors de la Coupe du Monde 2022 face à l'Espagne, il est très précieux, mais c'est un joueur qui doit être titulaire parce que c'est un pur neuf, c'est quelqu'un qui peut te sauver le match avant la 89e minute. Pourquoi attendre que Füllkrug vienne te sauver à la 89e alors que tu peux le mettre dès le début pour te sauver
sauver sur les premières minutes du match. Donc là aussi, je ne comprends pas pourquoi. Après, Havertz s'incorpore beaucoup plus dans le collectif, il peut décrocher, il peut combiner beaucoup plus facilement qu'un Füllkrug, mais dans la surface, sur des matchs à élimination directe, tu vas vraiment avoir besoin de Füllkrug pour tuer l'adversaire, et sur les huitièmes de finale, il n'y aura pas de deuxième chance en cas de défaite, et je pense qu'il convient de mettre Füllkrug dès le début et de le faire jouer 90 minutes, parce que Kai Havertz est bon dans le jeu, mais sur les matchs couperés, on ne demandera pas à un numéro 9 d'être bon dans le jeu, on lui demandera de marquer des buts lorsqu'on l'attendra au tournant. Donc là aussi, petite critique que je soumets concernant Nagelsmann, j'aimerais que Füllkrug joue, mais maintenant comme il n'est pas dans la philosophie prônée par Nagelsmann en termes de en termes de numéro 9 dans le football, et bien forcément Füllkrug en fait les frais, mais j'ai beaucoup aimé son entrée encore une fois. Il l'avait fait face à l'Espagne à la Coupe du Monde 2022 en super sub, il est aussi très efficace, donc là aussi c'est une petite critique, mais encore une fois l'histoire donne raison à Nagelsmann puisque le Joker Füllkrug a été excellent dans cette sélection. C'était la critique qu'on avait soumise au début de la compétition. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent parce qu'ils sont bons en club et que Nagelsmann surfe sur la bonne dynamique, que ce soit Jonathan Tah qui sort d'une très belle saison avec le Bayer Leverkusen ou Mittelstädt qui sort d'une très bonne saison avec Stuttgart. Et bien ce sont des mecs qui sont titulaires parce que Nagelsmann a construit son équipe dans l'urgence et qu'il a envie de mettre des mecs qui sont bons en club, parce qu'il est beaucoup plus facile d'incorporer des mecs qui sont sur une bonne dynamique en club et donc en confiance, plutôt que de mettre des mecs qui ne sont pas du tout en confiance dans son 11 de départ. Donc voilà, Nagelsmann a bâti son équipe dans l'urgence et il met les mecs qui sont bons maintenant, mais pour le long terme, est-ce que Tah et Mittelstädt vont vraiment rester dans le 11 allemand? J'aimais tout de même quelques réserves parce que ce sont des mecs qui ont montré quelques limites, notamment Jonathan Tah sur le but suisse bien sûr. Alors sur l'équipe de Suisse, j'ai trouvé les Helvétiques très en forme évidemment, que ce soit dans le pressing, que ce soit à la finition avec Endoy et Mbolo qui ont encore fait beaucoup de mal à la défense adverse, et aujourd'hui c'était l'Allemagne, donc peut-être que la Suisse tient un match référence. Il est vrai que les Suisses finissent finalement deuxième de cette poule, mais le boulot a été fait pour les Suisses. Si tu avais dit aux Suisses au début du match vous allez faire un partout contre les Allemands, je pense qu'il l'aurait pris. Maintenant il peut avoir une pointe de regret pour les Helvétiques dans la mesure où tu tenais le 1-0, tu tenais la première place de cette poule jusqu'à la 92e minute, et qu'au final il y a une pointe de regret, mais la phase de poule des Suisses est très intéressante et j'ai hâte de les voir soit face à l'Italie, soit face à la Croatie lors des huitièmes de finale, parce que je pense que ça va être le plus beau huitième de finale de la compétition, et pourquoi pas pour la Suisse le rôle de trouble-fête comme il l'avait fait en 2021, mais en tout cas je les trouve beaucoup plus forts qu'en 2021. Aujourd'hui ils ont tenu tête à l'un des favoris de la compétition, donc voilà, je crois vraiment en cette équipe suisse. J'adore le duo Endoy et Mbolo devant, Mbolo qui revient d'une longue blessure et qui là est rayonnant avec cette équipe helvétique, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite évidemment. Concernant les Allemands, j'ai hâte de voir aussi la suite de la compétition parce qu'aujourd'hui l'adversité s'est élevée et on a vu que les Allemands n'arrivaient pas à suivre la cadence, et j'ai hâte de voir sur le huitième, sur le quart, quand l'adversité sera encore plus élevée, quand la pression sera encore plus forte à domicile. J'ai peur malheureusement que cette équipe allemande ne craque et que les stigmates du passé refassent surface. Donc là aussi il y a quelques doutes sur cette sélection allemande. Pourtant les matchs face à l'Écosse et face à la Hongrie avaient ôté quelques doutes, mais c'était dû à l'adversité suffisamment faible de ces matchs-là. Maintenant on a vu que le niveau s'était élevé face à une équipe qui te presse beaucoup plus, qui a beaucoup plus de qualité individuelle devant. On a vu qu'il y avait eu quelques problèmes, donc j'ai hâte de voir sur les huitièmes, sur les quarts, sur des matchs à élimination directe. On sait que l'Allemagne n'a plus l'habitude d'en disputer, et le dernier qu'ils ont joué c'était face à l'Angleterre à l'Euro 2021 et ils l'avaient perdu. Là aussi, tu as beaucoup de jeunes, donc est-ce qu'ils vont pouvoir assumer ce statut-là en huitième, en quart? Musiala et Wirtz ont été décevants aujourd'hui. Donc voilà, ça reste à voir. J'ai quand même quelques doutes aujourd'hui. J'ai été frappé par quelques doutes. Autant j'étais très confiant il y a quelques temps pour l'Allemagne, autant aujourd'hui, ça m'a mis un peu quelques doutes ce match-là face à la Suisse, évidemment. Donc ça reste à voir. On va avoir un petit mot sur le Écosse-Hongrie. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord avoir une pensée pour l'attaquant de la Hongrie, Barnabas Varga, qui a été victime d'un violent choc avec le gardien écossais, qui est sorti sur civière malheureusement. La blessure a l'air très grave et on souhaite évidemment un prompt rétablissement à l'attaquant de la Hongrie. J'espère que ça n'est pas trop grave, mais les images malheureusement sont assez choquantes, donc voilà, j'espère que ça ira mieux. Bien sûr il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le football, mais si je devais parler sportif, la Hongrie s'est imposée dans les dernières minutes face à l'Écosse 1-0. Les Hongrois sont donc troisième du groupe avec 3 points. Ils peuvent encore avoir un mince espoir de se qualifier. Il faudra évidemment voir les matchs des autres poules, même si l'espoir reste assez mince. Côté écossais, c'est terminé, et le meilleur match écossais pour moi dans ce tournoi, c'était celui face à la Suisse bien sûr, et ils peuvent nourrir des regrets parce que le match initial face à l'Allemagne avait été catastrophique. Peut-être que s'ils avaient mieux abordé ce match-là, ils auraient pu prétendre à un huitième de finale, mais cette équipe écossaise était beaucoup trop limitée pour espérer mieux. Les Hongrois aussi peuvent nourrir des regrets. Maintenant, il y a encore un mince espoir de qualification.
Et voilà, globalement, Hongrois et Écossais ont énormément déçu et j'ai hâte de voir la suite de la compétition pour l'Allemagne et pour la Suisse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.